Peux-tu imaginer que le désert aride d'Afrique se transforme en un véritable paradis vert? Laisse-moi te dire qu'il y a 2 ans, avant que les travaux sur ces terres ne commencent, l'endroit n'était rien d'autre qu'une terre totalement stérile, sans aucune végétation, où personne n'avait cultivé quoi que ce soit pendant 40 années entières. Et quand le Programme alimentaire mondial des Nations Unies a annoncé aux habitants du village qu'ils allaient redonner vie à ces terres dans le cadre du projet de la Grande Muraille Verte, les habitants ont affirmé que c'était absolument impossible. Mais aujourd'hui, nous sommes bel et bien en Afrique, précisément dans le désert, à l'extrême nord du Sénégal, et la vie était revenue de nouveau. Ce projet est d'une importance capitale, car lorsque la végétation disparaît, que les sols s'épuisent et se transforment en poussière, les populations sont contraintes d'abandonner leurs foyers pour migrer vers les villes. Des régions entières comme celle-ci s'effondrent alors et se détruisent complètement. Grâce aux efforts conjoints de villageois du Programme alimentaire mondial et grâce à l'utilisation de techniques et de systèmes que nous expliquerons en détail dans cette vidéo, la situation a totalement changé. La nature a recommencé à renaître, ce qui augmente les revenus des habitants et améliore considérablement leur qualité de vie. Indre Milson s'est rendu au Sénégal pendant la saison des pluies pour constater de ses propres yeux les avancées du projet La Grande Muraille Verte en Afrique. Avec son épouse, il a endami son voyage depuis la ville de Dakar, la plus grande ville du Sénégal, qui compte environ 4 millions d'habitants et constitue en même temps le point le plus occidental de tout le continent africain. Là-bas, ils ont rencontré les responsables du Programme alimentaire mondial à Dakar afin de discuter des détails de leur mission. Ensuite, ils ont voyagé avec l'équipe du Programme alimentaire mondial lors d'un trajet en voiture qui a duré près de 7 heures à travers la région du Sahel africain. Tout au long du parcours, l'écosystème changeait de façon très perceptible. Dans la partie sud, les arbres étaient plus grands et dispersés au milieu des champs de mil. Le mil est une plante semblable aux céréales, utilisée comme fourrage pour les animaux et pour de nombreuses autres utilisations. Mais plus ils avançaient vers le nord, plus les arbres rétrécissaient progressivement en taille. À cette période, on voyait encore les effets de la saison des pluies, ce qui signifiait que la terre restait verdoyante tout au long de l'année. Andrew explique qu'il n'avait jamais vu autant d'animaux se rassembler de cette manière et que toute la région du Sahel ressemblait à un immense parc ouvert à tous. Ils ont continué leur route en voiture jusqu'à atteindre le point où commence le désert du Sahara, le fleuve Sénégal. Ce fleuve constitue la frontière entre le Sénégal d'un côté et la Mauritanie de l'autre. Si l'on observe depuis l'espace, on distingue clairement les dunes mauritaniennes qui descendent jusqu'au fleuve Sénégal. Ce cours d'eau représente véritablement la ligne de séparation entre les zones désertiques et la région sahélienne. Dans de nombreux endroits, le fleuve Sénégal n'est pas seulement une frontière entre le Sénégal et la Mauritanie, ni un simple point de rupture entre le Sahel et le désert. Si les zones qui l'entourent deviennent couvertes de végétation, on pourra alors le considérer comme la première ligne de défense du projet de la Grande Muraille Verte contre l'avancée du désert africain. Je vais te demander maintenant de bien te concentrer, car nous allons expliquer le concept de la Grande Muraille Verte d'une façon remarquable qui va vraiment te plaire. La Grande Muraille Verte est l'idée d'un immense projet dont l'objectif principal est de planter une barrière d'arbres qui s'étendra à travers tout le continent africain, de l'ouest, avec le Sénégal, jusqu'à Djibouti, à l'est. Le but de cette muraille est d'arrêter l'avancée du Sahara vers le sud du continent africain, car ce désert a augmenté de près de 10% au cours des 100 dernières années, ce qui représente une proportion énorme. L'idée, c'est que cette barrière d'arbres freine l'expansion du désert vers le sud. Andrew s'est rendu sur place pour nous montrer concrètement comment il est possible de restaurer les terres dégradées, comment on peut stopper l'avancée de ces zones désertifiées, créer une abondance de production et permettre aux habitants de vivre et de s'installer durablement ici. Grâce au Programme alimentaire mondial, environ 300 000 hectares de terre ont déjà été réhabilités au cours des dernières années. Et imagine que tout ce que tu vois devant toi ne représente que 300 hectares du projet, c'est-à-dire une toute petite partie de l'immense superficie totale. Cela constitue une contribution au projet de la Grande Muraille Verte, car cette muraille ressemble à une pièce de tissu morcelé qui, une fois rassemblée dans son intégralité, formera cette grande barrière destinée à protéger toute la région du Sahel. Chaque pays sera responsable d'une portion déterminée jusqu'à ce que le projet soit entièrement réalisé. Il travaille sur des terres totalement dégradées pour les ramener à la vie, et ce processus se déroule en plusieurs étapes.
Lorsqu'ils commencent sur un terrain comme celui que tu vois ici, le sol est durci et fissuré par le soleil, incapable de soutenir aucune forme de vie car il est littéralement aussi solide que du ciment. Il est donc impossible que des graines ou des plantes y germent. C'est pour cela qu'il est nécessaire de redonner vie à ces terres et de les rendre productives, afin qu'elles puissent fournir une quantité suffisante de nourriture pour les populations et aider les communautés de cette région à prospérer à nouveau. Voyons maintenant les principales techniques utilisées pour réhabiliter ces sols. La première consiste à créer des structures de collecte de l'eau afin qu'elles restent sur place. Ces structures sont appelées des demi-lunes, car elles sont en forme de croissant et servent à retenir les eaux de pluie. Si l'on observe le sol tel qu'il est actuellement, on constate que l'eau ne parvient pas à y rester. Elle s'écoule automatiquement puis s'évapore complètement. La bordure en forme de demi-cercle représente donc la première étape de la réhabilitation. Lors de l'aménagement de ce site, par exemple, environ 7500 fosses ont été creusées, chacune mesurant 4 mètres de diamètre. La réalisation d'une seule de ces structures demande à une personne une journée entière de travail. Ce site entier a été aménagé par une équipe de 150 personnes. Comment fonctionne ce système de demi-lune ? Lorsque la pluie tombe, les fosses sont alignées sur des courbes de niveau identiques. Cela signifie que l'eau de pluie ruisselle et se rassemble dans les zones légèrement plus basses où elle est retenue. Ils construisent également une petite digue de terre un peu plus élevée pour garantir que l'eau ne s'échappe pas. Ainsi, l'eau est restée stockée sur place. Pour nourrir les plantes, ils utilisent principalement des espèces locales comme le mil ou le sorgho, qui sont cultivées dans cette région depuis des milliers d'années. Elles sont donc parfaitement adaptées au climat et au sol, et produisent en plus une très grande quantité de biomasse. C'est pour cela qu'elles représentent un excellent exemple de réhabilitation des terres ici, tout en nourrissant les populations. En réalité, ce procédé n'a rien de nouveau. Ils n'ont pas inventé une technique inédite. La méthode des demi-lunes est une pratique ancienne dans la région du Sahel. Les générations passées l'utilisaient régulièrement, mais avec le temps, elle avait été oubliée. Aujourd'hui, ils l'ont remise en pratique. Les plantes sorgho que l'on voit derrière eux ont grandi uniquement grâce aux eaux de pluie. Environ 10 à 15% de l'eau absorbée par le sol s'infiltre en profondeur et devient de l'eau souterraine. De cette façon, ils parviennent à créer un équilibre hydrique. Non seulement ils utilisent les ressources en eau, mais ils s'assurent aussi d'en conserver une partie suffisante dans le sol pour les générations futures. Si tu as oublié, nous parlons toujours des techniques employées ici. Nous avons évoqué les structures en demi-lune, et maintenant nous allons aborder les systèmes d'agriculture intégrés. Leur principe est particulièrement ingénieux. Il consiste à planter en ligne parallèle, avec des parcelles réservées aux légumes, comme les tomates, les gombos et d'autres variétés. Ils ont également crevé des fossés dans lesquels ils ont planté du moringa et des pois, et certains gombos ont même poussé spontanément. L'idée, c'est que ces fossés de biomasse apportent de la matière organique au sol lorsque le système arrive à maturité. Entre ces fossés, ils ont aussi aménagé des cuvettes de plantation où ils ont mis des arbres fruitiers comme des goyaviers et des agrumes. Ce n'est qu'une première étape dans ce projet pilote, car il prévoit d'y introduire d'autres espèces locales au fur et à mesure. Quand ce système sera pleinement développé, il ressemblera à une véritable forêt, des lignes d'arbres produisant de la biomasse et des fruits, alternées avec des lignes cultivées de légumes. C'est exactement le mode de fonctionnement de la nature. Ils ont découvert un type d'agriculture appelé agriculture synclinale ou agriculture en syntropie, une nouvelle approche de culture durable développée au Brésil et qui s'appuie sur les connaissances ancestrales des peuples autochtones à travers le monde. Beaucoup de communautés indigènes possèdent en effet une méthode similaire et traditionnelle de culture, différente des modes de production actuels et qui imite le fonctionnement des forêts. Dans l'étape suivante, et c'est là la surprise dont je voulais te parler, ils vont planter des arbres sur ce site. En regardant cette vaste étendue, on peut imaginer qu'ils pourraient y planter des dizaines de milliers d'arbres grâce à ces structures. Ce projet est d'une importance capitale, car le Programme alimentaire mondial voulait démontrer qu'il est possible de transformer les terres les plus dégradées en espaces productifs capables de fournir à nouveau de la nourriture. Ils ont choisi ce site précisément parce que la terre y était dure, stérile et poussiéreuse. C'est pour cette raison que le projet que nous venons de voir constitue en réalité la première étape de la Grande Muraille Verte. Dans cette région, le fleuve Sénégal représente véritablement la ligne de séparation entre le désert et le Sahel. Ainsi, le travail mené par le Programme alimentaire mondial apporte ici une solution directe à ce problème. Et la surprise que je t'ai annoncée, la deuxième partie est déjà disponible sur la chaîne.
Tu y découvriras l'évolution du projet et comment il a réussi à transformer complètement la vie des habitants. Tu peux cliquer et la regarder dès maintenant. À bientôt.